Salut tout le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode d'Éruption. Éruption, pour rappel, c'est le nouveau podcast de l'ETNA, l'école des technologies numériques avancées. L'objectif de ce podcast, il est clair, c'est de donner la parole à des acteurs pros de la tech à destination donc, des étudiants actuels et en devenir pour donner un maximum de tips et de retours d'expérience. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on se retrouve non pas au sein de l'école à Ivry-sur-Seine, mais on est à Massy. On est venu interroger directement donc, William Doria, alumni notamment de l'ETNA, au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille, un des plus grands groupes français dans le monde du retail. Donc, il va nous expliquer son parcours, il va nous donner un petit peu des conseils justement. Donc, on arrive très vite là avec William. Bonjour à tous, c'est William Doria et on est sur Éruption. Super, merci. Petit clin d'œil effectivement au podcast Légende animé par Guillaume Play. Bon, merci en tout cas de nous accueillir ici chez Carrefour. Bienvenue dans ces locaux. Antre du retailer français. On se connaissait un petit peu d'avant de par mon passif professionnel. Petit clin d'œil au groupe Devoteam dans lequel j'ai travaillé notamment. Mais bon, aujourd'hui on est là pour les étudiants, pour leur donner un maximum de tips et de retours d'expérience. C'est pour ça que nous on a voulu t'interroger, parce que tu es un alumni de l'ETNA, mais vraiment pas que. On a trouvé ton parcours ultra inspirant au travers du domaine de la tech. Donc ça m'amène à cette question, ces débuts, tu as décidé donc, de te diriger vers l'informatique. Pourquoi l'informatique ? Alors pour moi c'était comme une évidence. L'école était un peu ennuyante jusqu'à ce que je découvre l'informatique. J'ai toujours été attiré par les gadgets, la tech. J'étais un peu le bricoleur tech de mon entourage. Jusqu'à maintenant on me demande de réparer des imprimantes d'ailleurs. Je pense que je ne suis pas le seul. Ok, dans la sphère perso tu veux dire ? Ouais. Énorme. Okay. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes dans la tech. Le réflexe de j'ai un truc en panne, je vais voir le gars qui a fait des études dans l'informatique. L'informaticien de la famille, quoi. C'est ça, ils n'ont aucune idée de mon métier, mais c'est. Ouais, ok. Je fais de l'informatique. Voilà, ça me plaît aussi de rendre service. Donc, génial. Voilà. Et donc tout de suite, en fait, de par la tech dans ton quotidien, tu en es arrivé à te positionner ? Ouais, c'est vite devenu une évidence. Moi, en terminale, j'ai touché à de la programmation, à de l'assembleur. Et ça a fait tilt et j'ai choisi cette filière. Donc j'ai fait un BTS, puis ensuite je me suis orienté vers l'ETNA. Et ouais, à partir de là, j'ai commencé à avoir un vrai intérêt pour l'école. Ok. J'ai commencé à être vraiment investi. Excuse-moi, mais factuellement, comment tu as connu l'ETNA ? Tu te poses des questions, tu en parles avec tes parents, tu dis ok, je voudrais me projeter dans l'informatique. Mais c'est quoi ? Tu googlises école en informatique, alternance, comment ça se passe ? À l'époque, j'ai fait un salon de l'étudiant, je crois. Ouais. Et j'ai dû croiser sans doute Samir sur le stand et des gens de l'ETNA. Samir Inas, qui est le de l'autre côté voilà. de l'écran, pour information, qui est notre directeur exécutif. Et voilà, on a échangé sur mon projet, mon envie de continuer après le BTS, ce que je voulais faire. Enfin, moi, vraiment, j'étais attiré par le développement et c'était quelque chose qui me faisait vibrer. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait aussi et le rythme d'alternance me parlait vachement. Ok. Donc voilà, je me suis lancé. Parce qu'effectivement, pour rappel, le rythme de l'alternance de l'ETNA est assez spécifique. C'est un modèle qui est largement approuvé et éprouvé par le monde de l'entreprise. C'est un rythme qui se découpe en cycles de 3 semaines qui se suivent et où en fait on a une majorité donc, de ces cours en distant learning, 33 heures à répartir sur ces 3 semaines, plus un vendredi donc, sur 3, le dernier du cycle à effectuer à l'école. Donc ça fait qu'un jour de présentiel entre guillemets à l'école sur ces cycles-là. Donc c'est très adapté, très adaptable au monde de l'entreprise et de la tech. Ouais, mais on y reviendra notamment par rapport à ton poste et potentiellement aussi à ta capacité à recruter des alternants. Très vite, donc, tu te diriges vers l'informatique. L'ETNA, ton objectif, c'était la partie dev par rapport à ce que propose une école d'informatique ? Ouais, mais c'est assez drôle parce que je me suis demandé si je pouvais continuer en fait après le BTS. Ok. Je voulais faire du dev, mais je ne savais pas si j'avais le niveau. On m'a dit que la piscine c'était dur, donc je me suis posé plein de questions avant de rentrer. Ça a été assez difficile le début parce que je ne savais pas l'effort qu'il fallait fournir en fait. Qu'est-ce que c'est une piscine ? Tu peux dire ça aux gens qui ne connaissent pas ? Alors la piscine, c'est à mon époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais quand on rentrait à l'ETNA, on avait 5 semaines intensives
Donc une semaine de shell qui se finit par 48 heures d'affilée. Donc le vendredi, on commence un projet, on le rend le samedi après-midi. Donc des nuits blanches, tout ça. Ensuite, 2 semaines de PHP, non, 2 semaines de C, 2 semaines de PHP, je pense que ma mémoire est bonne, à faire des exercices 6 jours sur 7, de 9 heures à minuit. Ok. Ça en groupe ou solitaire? Les deux, ça dépend des exercices. Alors, il y avait de l'entraide pour expliquer des concepts, pas forcément pour donner les solutions, mais pour expliquer des concepts. Il y avait des étudiants des années supérieures qui venaient nous aider aussi. C'est un système qui est super formateur. Ok. J'avais prévenu ma copine avant, on va pas se voir pendant 5 semaines. Ah ouais. Et ça l'a fait. Et j'en suis sorti avec beaucoup de clés pour pouvoir aborder la suite avec sérénité. Ok, donc là, beaucoup de certitudes. Tu sors de cette piscine-là. Qu'est-ce que. On sort des piscines, nous, là, justement, au sein de l'ETNA, peut-être pour d'autres écoles. Quel conseil tu donnerais, justement, à un étudiant qui nous écoute par rapport, justement, à la piscine, à la manière de la préparer ou de la concevoir Alors, je sais pas si ça se prépare, tellement c'est. Je pense qu'on n'a rien. Alors, peut-être les gens qui ont fait des prépas avant, je sais pas. Mais pour moi, j'avais rien connu de tel avant. Et je pense que des rushs comme ça, j'en ai connu, mais jamais aussi longtemps après. Ok. Donc, c'est quelque chose qui est très formateur pour ça, parce que ça nous. Et c'était un peu l'objectif de la piscine telle qui m'a été présentée, c'est derrière, vous n'aurez pas peur de charbonner pendant des périodes comme ça de rush. Ok. Intéressant parce que c'est un message qu'on peut faire aussi passer aux employeurs, de dire qu'un étudiant qui n'a pas forcément énormément d'expérience professionnelle, mais qui sort d'une piscine, Ouais. c'est une expérience en tant que telle. Ouais. Ok. Ouais, on est formé à apprendre rapidement des technos. Très vite, donc tu te mets en action pour chercher l'entreprise dans laquelle tu vas faire ton alternance. Comment Ouais. tu t'y prends à l'époque? Très mal. Ok. C'est-à-dire? J'avais aucun contact avec le monde de l'entreprise, ni dans mes proches, ni dans la famille. On va dire que le privé, c'est pas la norme dans mon environnement familial. Et donc j'ai dû essayer. J'ai passé des dizaines d'entretiens. Donc Pas vraiment, mal. ouais, c'était pas facile parce que j'avais pas les codes, j'avais pas le discours adapté, j'avais pas le CV qu'il fallait. Enfin, c'était pas facile. D'accord. Donc il faut apprendre un peu à se marketer, il faut apprendre à se vendre. C'est pas quelque chose. Enfin, j'étais pas très à l'aise à l'oral à l'époque. J'étais assez introverti. Donc il faut se faire violence et il faut pas Et, lâcher. et ça, comment à un moment donné, ça a fait on va dire, la transformation entre toutes les fois où ça passait pas. Pour quelles raisons aujourd'hui, avec du recul, tu penses que ça passait pas pour les entretiens, les premiers entretiens? Je pense que j'étais noyé dans une masse de d'autres étudiants qui cherchaient au même moment. J'étais peut-être pas celui qui se présentait le mieux. Mhm. J'avais peut-être pas le vocabulaire le plus parlant et le plus marquant pour la personne qui m'avait en interview. Enfin, je sais pas. T'énumérerais quoi en termes de. Il y aurait des étudiants là qui t'écoutent, tu leur dirais, bon, si on devrait se focaliser sur les principaux points à ne pas rater pour justement aller chercher sa première alternance, ce serait lesquels selon toi? Ne pas rater. Enfin, En tout cas, réussir ces entretiens, pour quoi. réussir ces entretiens, pour moi, il faut en passer beaucoup. Ok. Au début, j'apprenais mes pitchs par cœur et je les faisais quasiment en apnée. Ouais. Et ça se voyait, je pense, et je transpirais, j'étais pas à l'aise, je répondais aux questions en bégayant. Et plus on pratique, plus on a le truc, en fait. Ok. Donc toi, c'est plutôt la volumétrie qui t'a donné Ouais, derrière la compétence à bien c'est ça. parler, te vendre en entretien, C'est etc. ça. Je pense que, vous êtes tous capables, avec beaucoup de répétitions, apprendre à faire quelque chose. Notre Ok. cerveau est fait comme ça. Donc, pour moi, si on répète quelque chose, on peut devenir bon au bout d'un certain nombre d'heures. Ok. Ça t'a amené devant quelle entreprise, ta première alternance? Sogeti, donc je crois que je les avais rencontrés lors d'un speed dating organisé par l'ETNA. Ok. Donc j'ai rencontré mon manager de l'époque qui m'a mis en confiance, qui m'a demandé ce que j'aimais faire. J'en ai parlé tech pendant assez longtemps. Et j'ai été rappelé assez vite. Et Tu te souviens du rôle auquel tu étais associé pour cette alternance? développeur Java, mais on Ok. n'avait pas fait de Java encore à l'ETNA. Donc Ah, c'est intéressant. j'ai eu droit à 2 mois de formation dans un institut. Ok. Et à la suite de ça, j'ai été proposé chez Carrefour. Ok, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que donc tu es arrivé chez Sogeti
Et en fait, tu as été associé à une équipe pour aller travailler en mission pour Carrefour. Ouais. C'est ça. Et tu as été pris malgré la condition que tu ne remplissais pas, c'est-à-dire tu ne savais pas maîtriser encore Java. Il y a effectivement des étudiants aujourd'hui qui se disent je ne vais pas postuler parce que je ne dispose pas de la compétence et de la connaissance. Pourtant, toi, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces étudiants? S'ils postulaient quand même, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'avoir, le fait que vous n'avez pas la connaissance? Alors, je vais répondre avec le moi de l'époque et le moi du maintenant. À l'époque, j'aurais dit il faut essayer de prouver qu'on sait apprendre. Aujourd'hui, je dirais plutôt les recruteurs vont chercher des soft skills plus que des hard skills. Okay. On recrute une personne et sa personnalité, on ne pourra pas la changer. Ses compétences, on pourra lui apprendre. Donc, il faut voir un petit peu ces deux aspects du truc où il faut essayer d'apprendre la techno quand même et s'acculturer au moins à ce qu'on va chercher comme travail. Et d'un autre côté, montrer une bonne personne. Savoir dire je sais pas en entretien. Montrer qu'on peut apprendre, poser des bonnes questions. On ne peut pas tout savoir. Avoir une tête bien faite et avoir un bon matching avec la personne qui nous fait l'entretien, je pense que c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le rôle du recruteur et je vais passer des dizaines et des dizaines d'entretiens. Et c'est ça que je retiens. C'est s'il y a un bon feeling avec la personne, que le CV ne matche pas complètement, mais que je pense que cette personne a une bonne capacité à apprendre et à monter en compétence sur mes sujets, elle aura plus de chances qu'une personne qui a le CV qui remplit les conditions avec un mauvais feeling. Super intéressant. Qu'est-ce que tu regardes quand tu ouvres un CV? Parce que c'est forcément une question qu'on se pose au quotidien. J'envoie mon CV, je l'ai ultra préparé, etc. Parfois, je l'ai même personnalisé en fonction de la fiche de poste. Parce que c'est la réalité. Quelqu'un qui se prépare, c'est quelqu'un qui prépare bien son CV. Ouais. Toi, en tant que recruteur, la première chose que tu regardes sur un CV, c'est quoi généralement, ou en tout cas les premières choses que tu regardes? Je vais regarder les expériences, comment c'est raconté. Je vais chercher s'il y a un lien GitHub. Parce que je vais aller regarder les projets perso des candidats. Moi, c'est un truc qui a plus de valeur que des lignes sur un CV. C'est voir comment la personne développe. Aller voir ses contributions à des projets, soit perso, soit des projets open source. Ça a beaucoup de valeur. Et après, plus classiquement, je vais regarder les technos, je vais regarder le niveau dans ces technos, chercher quelques mots-clés, et puis voilà. Regarder la durée des missions aussi. D'accord. Quelqu'un qui fait 3 mois par-ci, 3 mois par-là, qui enchaîne beaucoup de petites missions, ça va pas m'intéresser, mais c'est plus lié à ce que je recherche ici, où on cherche plutôt des missions longues pour travailler dans la durée. D'accord. Ça t'est déjà arrivé, en parenthèse, de recruter des alternants chez Carrefour, toi personnellement, ou pas encore? Oui, j'en ai eu plusieurs. Ok, et tu en as plusieurs aujourd'hui? J'en ai plus la date, mais j'en ai eu 3 ou 4. Ok. Et là, typiquement, c'est toujours pareil, tu vas regarder l'expérience en premier lieu? Alors, pour un alternant, pour moi, je ne vais pas chercher une expérience, je vais chercher vraiment une personnalité et une bonne capacité à apprendre. D'accord. Je sais qu'un alternant, il va pas avoir d'expérience, je ne vais pas lui demander l'impossible. J'ai été dans cette posture et c'est impossible d'avoir une bonne expérience à ce stade-là. Comment tu fais ton avis dans ce cas-là? On discute. J'essaie de mettre les gens à l'aise pour qu'ils disent ce qu'ils ont au fond de la tête. Ouais. Et voilà. Ok. Sogeti, Carrefour, première mission, tu t'en souviens? Ouais, donc c'était en 2010, je me rappelle. J'ai commencé le lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Ok, ça fait quasiment en fait 15 ans que t'es ici. Pas d'un trait, mais ouais. Pas d'un trait, ok. Pour l'anecdote, j'avais annulé un voyage avec mes potes pour aller voir la finale aux Pays-Bas. Ok. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que j'ai assuré et je suis encore là aujourd'hui. Ta première mission associée donc? Donc ma première mission, c'était pour faire du développement Java. Ouais. Plus un peu de front sur un framework que j'avais jamais vu, donc que j'ai appris sur le tas. Ok. Qui est XTJS, je vous souhaite pas d'en faire. D'accord. Et donc j'ai fait du Java, petit à petit j'ai été rendu de plus en plus autonome, donc on m'a fait monter en compétences les premiers mois. J'avais beaucoup de SQL avec des grosses requêtes Oracle à gérer. Et je pense qu'au bout de quelques mois, je me suis retrouvé dans une posture où j'étais comme un prestataire en fait. Le côté alternant se voyait plus vraiment. Okay. Et sur la fin de mon alternance, je gérais quelques prestataires. Ah oui, à ce point-là? Ouais.
C'est moi donc qui gérais les chiffrages et qui répartissais le travail, qui accueillait des prestataires, etc. Et pourtant, toi-même, tu étais prestataire parce que tu étais. J'étais prestataire en alternance. Ah, c'était génial. Ah ouais, Ouais. donc là, ça commençait fort. Tu avais une connaissance un petit peu de la finalité de ce pourquoi tu développais? Oui. C'était Oui, quoi? j'étais sur des applications en interne plutôt orientées finance, Ok. destinées au contrôle de gestion, où on faisait de la gestion d'archives, pour la mise à disposition pour des audits, des choses pour faire des contrôles, des commandes de fourniture en interne, Ok. pour faire des contrôles qualité dans les magasins. D'accord. Voilà. Donc c'était assez formateur parce que j'ai commencé à entrevoir la diversité des métiers qu'il y avait chez Carrefour. J'ai Ouais. vu des gens du siège, j'ai vu des gens en région, des gens en magasin. Donc ça commençait à être intéressant. Mais c'était quand même très tech. Ok. Oui, parce que tu dépendais exclusivement que toi côté tech et j'imagine qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ce Oui, lien-là on avait avec une le chefferie de métier. projet qui faisait le lien avec le métier. Ok. C'est quand même une sacrée réussite. Tu arrives chez Sogeti, tu pars chez Carrefour et à la fin, on te donne une responsabilité de niveau même prestataire. Ouais. Pareil, je fais un peu un flashback, mais qu'est-ce qui a joué en ta faveur selon toi? Qu'est-ce que tu as bien fait? Quelles ont été, tu vois, un petit peu les bonnes pratiques, les bons retours d'expérience associés à cette période-là de ta vie? J'ai posé des questions. Ok. J'ai jamais eu peur d'aller demander quand je savais pas. J'ai jamais accepté de rester bloqué plus de quelques heures sur un problème. Quelques heures quand même, il faut quand même creuser. Mhm. Parce que si tu vas te poser une question et que tu n'as pas vraiment cherché, on risque de t'envoyer bouler. Ou alors on va te répondre une fois, on va te répondre deux fois, et puis la troisième fois, la personne va te dire mon coco, tu cherches et tu reviens me voir. Donc, faut chercher, faut comprendre quand on arrive à ses limites, faut dire quand on comprend pas. Faut pas hésiter à poser des questions. Après, il y a la bienveillance de l'équipe qui a joué en ma faveur. Les gens étaient disponibles, ils pouvaient m'aider, et ils avaient envie de me voir réussir. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai eu un mentor qui m'a vraiment pris sous son aile, qui m'a formé sur pas mal de techno, qui est toujours là. Qui est toujours chez Carrefour? Ouais, Comment il s'appelle? Johan Dorjman. Ok, excellent. Il fait quoi aujourd'hui, ce monsieur? Il est directeur de la Software Factory, donc c'est lui qui gère le sourcing avec les ESN pour tout Carrefour, enfin toute la DSI. Ok, petit clin d'œil. Voilà. Excellent. Tu finis cette alternance-là. Après, Et qu'est-ce donc qui se je passe dans ta reste vie? en prestation encore un an, jusqu'à fin 2013. Mhm. Et j'ai envie de faire autre chose. Enfin, j'ai plus envie de travailler. Je me dis que je suis à l'école depuis que j'ai 6 ans et j'ai pas arrêté de travailler, d'être dans l'obligation, donc j'ai envie de faire un break. Et je pars en Australie pendant un peu moins d'un an. Ok. Pour faire quoi? Je fais le tour de l'Australie, je fais du bénévolat avec ma femme, et on fait tout le tour de l'Australie. On va dans des fermes, on va dans des familles, on va dans des backpackers. Enfin voilà, on fait. Pourquoi l'Australie? C'était un. J'avais envie de nature. Moi, j'ai grandi avec des documentaires animaliers, j'avais envie de voir en vrai. Génial. Euh, donc voilà. Donc ça a duré un an. Ouais, Un an pour respirer. pour respirer, pour couper des obligations, pour rien avoir à faire dans les 2-3 mois qui suivent. Ok. Prise de recul sur ta Prise vie. de recul sur ma vie, prise de recul sur notre place dans la nature, dans la société, tout ça. Enfin, j'ai pas mal de réflexions. Ça m'a fait beaucoup mûrir parce que j'ai quitté le domicile de mes parents à cette époque-là. Ok. Donc voilà. Ah oui, tu as eu un vrai passage. Émancipation et Émancipation, vraiment ouais. grosse coupure. Ouais. Ok. Joli. Euh, Tu reviens, qu'est-ce qui se passe? Je reviens, j'étais encore en contrat chez Sogeti. En fait, il m'avait proposé de me laisser en sans solde Ouais, pour pouvoir revenir quand je voulais revenir. Donc d'accord. je suis revenu. Ouais, donc il te faisait sacrément confiance, quoi. Ouais. Par contre, entre-temps, j'ai changé de manager, donc quand je reviens, j'ai perdu un peu l'historique que j'avais. D'accord. Donc on me place sur une mission intéressante d'un point de vue fonctionnel, mais techniquement qui n'était pas du tout ce que je faisais moi. Ok. Donc à ce moment-là, je pose ma DEM après quelques mois. En alternance? Non, non, là j'étais en. Ah là, c'était directement ton CDI, là? Ouais, j'ai été diplômé en 2012, donc je suis resté de 2012 jusqu'à fin 2013 en prestation. Ah oui, pardon, effectivement. après, Et après, tac, tu coupes et effectivement, là, t'arrives. Ok, Voilà. d'accord. Donc je démissionne, je change de boîte. Donc je vais dans une ESN à taille humaine qui connaît les personnes qu'elle emploie. Ça s'appelle comment? À l'époque, c'était Step Info, D'accord. qui a été racheté par Talent quelques mois après.
Ah oui, talent qui est beaucoup plus conséquent. Ouais, qui n'était pas si gros à l'époque. Donc ouais, c'était, effectivement. Ouais. on était moins de 1000, je crois, quand on s'est fait racheter. D'accord. Donc ça restait quand même à taille raisonnable. Ouais. Et je passe 1 an ou 1 an et demi chez Allianz en mission Ok. Pour faire quoi? pour développer des softs pour Mondial Assistance. Donc c'est de l'assistance en cas de panne sur des voitures, tout simplement. Et en fait, très vite, parce que c'est ça moi qui m'a bluffé en fait dans ton parcours pro, très vite tu reviens chez Carrefour. Ouais, donc quand je suis chez Allianz, fin 2015, donc j'ai Johan, mon mentor de l'époque, qui me contacte et qui me dit ouais, William, je sais que tu as toujours voulu faire du dev mobile, parce que je sais que par le passé, je lui avais partagé que sur une semaine de vacances, je m'étais formé à Android et je m'étais fait un projet perso, ça l'avait fait un peu marrer. J'avais monté un chatbot à l'époque qui répondait automatiquement à des SMS, ça l'avait bien fait marrer. Ok. Il me dit William, je sais que tu avais envie de faire de l'Android à l'époque, là j'ai un projet qui démarre, tu veux pas nous rejoindre? Je m'étais dit que je reviendrais pas de sitôt, et puis c'est revenu, et donc j'accepte. Donc je démarre chez Carrefour en interne en 2016, en avril, D'accord. le temps du préavis. Et j'arrive dans une super équipe. Donc il y avait des anciens que je connaissais, des nouveaux qui avaient une super bonne énergie. On a monté donc une équipe pour développer une application qui faisait de la commande de fruits et légumes en magasin, en Ok. mobile. Ok. Donc c'était une super aventure. Et au bout d'un an ou d'un an et demi, on me propose de passer du côté management et de monter une petite équipe un peu sur mesure avec des sujets innovation. Est-ce que quand tu arrives chez Carrefour, moi de ce que j'ai noté, c'est justement euh, à ce moment-là une expérience qui touche un peu de près, là maintenant très fort, à tout ce qui est lié au chatbot, à l'IoT, à la Pas tout de blockchain. suite. Pas tout de suite. En fait, j'arrive et sur un an et demi, je continue à faire du dev, Ouais. donc principalement en Android et encore en Java, où j'ai monté, je crois, le premier projet microservice de l'époque, Ok. en 2017. Et c'est fin 2017 qu'on m'a proposé de monter une équipe. Donc c'est à partir de là que je commence à toucher au chatbot. En fait, fin 2017, on me propose de monter une équipe et on me dit, tu as 2 sujets. Donc je travaillais un petit peu avec les équipes pour monter la blockchain. On me dit, tu reprends la blockchain. Et on a une nouvelle directrice du digital qui est arrivée et elle parle avec Google et on va vendre des Google Home. On aimerait bien que Carrefour ait une application sur Google Home. D'accord. On est en novembre, c'est pour Noël. Wow. Donc je me rapproche des équipes e-commerce, il y a des gens qui avaient poké des trucs dans leur coin, je monte une petite équipe et puis on s'éclate. Pourquoi on fait appel à toi? Pourquoi est-ce que tu poses cette question? Pourquoi moi? Bon, peut-être Parce pas qu'on obligé. sait que j'aime bidouiller, on sait que j'aime les nouvelles technologies, je suis toujours en veille sur vraiment les nouvelles techno, les nouvelles tendances. Et on me confie ça un petit peu comme un cadeau, en mode fais-toi plaisir, D'accord. Ok. même si c'est des sujets qui sont très visibles. Parce que clairement, enjeu quand même de Carrefour, d'un point de vue Ouais, digital justement compagnie. alors, ouais, surtout pour de la com, c'était très important de montrer qu'on était là. On allait vendre des Google Home, donc il fallait montrer que l'objet avait un intérêt. Donc à ce moment-là, on nous demande de faire une gestion de liste de courses par la voix sur une Google Home. Ok. Alors comment on s'y prend pour justement intégrer de la voix dans de l'informatique? Alors, à l'époque, on s'est basé sur des services qui étaient mis à disposition par Google. Il y avait Dialogflow. Ok. Ça existe toujours. À l'époque, c'était beaucoup plus rudimentaire. Mais on y a été et on peut programmer en fait euh, des, euh, des intentions en fonction de ce que va comprendre le truc et brancher ces intentions, récupérer des mots-clés et déclencher des actions derrière. D'accord. Donc on part de ça pour créer notre premier chatbot par la voix. Tu pars donc d'une première équipe. Ouais, Combien de personnes? donc je commence, on est 3. Il y a qui avec toi? Il y a un étudiant Ok. à 42, une chef de projet qui gérait toute la partie, à l'époque c'était l'Académie des développeurs, mais l'idée c'était de créer une communauté de développeurs. Je vais développer parce que ça grossit après aussi. Mhm. Et
Qu'est-ce que j'avais d'autre à l'époque? Et j'avais un autre développeur un peu plus senior sur du chatbot. Comment ça se fait que l'équipe grossisse assez rapidement? Ben, les sujets arrivent, donc en même temps qu'on a les chatbots, on a la blockchain qui commence à être à grossir. Donc on arrive en 2018 où on nous demande de sortir une filière de blockchain. Quand je dis une filière, c'est en gros, chez Carrefour, on a ce qu'on appelle des filières qualité. Ça ressemble un peu à, pour de la viande, on va dire, c'est comme des labels rouges avec des cahiers des charges qui sont signés entre Carrefour, le producteur et l'abattage, je crois. Et où on connaît un petit peu le niveau de cahier des charges, le niveau d'exigence, et sur lequel on peut tracer pas mal d'éléments. Donc quelqu'un a l'idée chez Carrefour de faire de la traçabilité, d'utiliser une blockchain pour avoir un tiers de confiance. D'accord. Donc on commence en 2018 à développer des filières comme ça. Donc on a commencé avec le poulet, on a fait la tomate, on a fait les œufs, on a fait une quarantaine de filières en 2 ans, je crois. D'un point de vue tech, c'était super intéressant. Parce qu'on est monté sur d'abord de l'Ethereum, donc il m'a fallu comprendre ce que c'était qu'une blockchain, les enjeux, les contraintes, etc. Staffer les bons profils, parce que c'est moi qui m'occupais du recrutement et de positionner les profils, enfin les mettre sur les rails pour qu'ils développent. Donc trouver les bons profils sur des technos que je ne connaissais pas du tout. Donc il faut me former moi-même pour savoir de quoi je parle en entretien. M'entourer des bonnes personnes, parce qu'on avait quand même quelques bons techos qui pouvaient m'épauler. Donc voilà. Comment tu évolues justement au travers d'une équipe qui grossit quand même de mois en mois? Avant, tu étais donc, j'imagine, très côté opérationnel. Ouais. Est-ce qu'après, le management t'a fait perdre un peu de ce côté opérationnel? Comment tu as évolué Petit à petit, oui. Okay. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des formations de qualité, passer d'un rôle de développeur à un rôle de manager. Et c'est super important, parce que c'est pas parce que tu es le meilleur développeur, et c'était pas mon cas, c'est pas parce que tu es le meilleur développeur que tu seras un bon manager. Okay. Et je pense qu'on m'a fait passer manager, j'étais pas une quiche non plus, hein. Ouais. Mais on m'a fait passer manager parce que j'avais d'autres qualités qui me permettaient de manager une équipe. Là où souvent le lead, ça va être le manager, je pense qu'ils n'ont pas fait cette erreur, donc c'est assez intéressant, et on m'a formé pour manager. J'ai eu des formations sur l'agilité, j'ai eu des formations sur le management, j'ai eu des formations sur le leadership, j'ai eu une trentaine de jours de formation sur du management. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Ouais. On va revenir après sur la suite de ton parcours. J'aimerais quand même revenir sur l'aspect de l'alternance. Toi, tu as fait ce choix-là pour plusieurs raisons, d'un point de vue économique, d'un point de vue donc réalité de la vie, quelque part. Ouais. De pouvoir acquérir un maximum d'expérience factuelle le plus rapidement possible. Ouais. Est-ce que selon toi, il y a une différence entre faire ses études en alternance et hors alternance? Je pense que hors alternance, aujourd'hui, on est déconnecté du monde réel. Il y a un gap énorme entre le monde de l'entreprise et l'école. Ok. Vraiment, c'est monstrueux. Les écoles pourront jamais. L'école, elle peut être aussi bonne qu'elle peut, elle ne pourra pas remplacer l'expérience du terrain. Les problématiques qu'on rencontre pendant des projets, c'est des vraies problématiques qui sont liées à des vrais utilisateurs, et ça, on ne peut pas le remplacer, même avec une très bonne méthodologie projet. Pour moi, vraiment, l'expérience sur le terrain, c'est priceless. Qu'est-ce que tu as apporté justement une école comme l'ETNA pendant ton alternance, mis à part effectivement le fait de te proposer l'objectif d'aller en entreprise? Comment toi tu t'es senti évoluer aussi par ton école? Ça m'a donné vraiment les clés techniques. Il y a aussi cette communauté où on était... la piscine, ça crée des liens. Ouais. Et on se soutenait entre nous, entre étudiants. J'étais avec un autre étudiant l'ETNA à l'époque, quand j'ai commencé chez Carrefour. Il y avait ce soutien où on pouvait faire le lien entre ce qu'on apprenait et ce qu'on faisait en entreprise. On pouvait s'entraider sur des projets. Vraiment, pour moi, l'ETNA, c'est le bagage technique. Ça nous donne le bagage technique pour réussir en entreprise. Et l'entreprise, après, c'est à nous de nous débrouiller. Et quel conseil justement tu donnerais à un étudiant pour acquérir de nouvelles compétences tech? Comment on doit bien s'y prendre? Ok, je prends, je sais pas, je prends tel stack ou tel langage de programmation, on va dire, et là je me pime dessus pendant X temps et je fais que ça. Tu avais une méthodologie par rapport à ça? Comment ça se passe concrètement? Moi, je me fais plaisir. Alors,
développer, c'est comme jouer au Lego dans ma tête. Donc je trouve une Ouais. idée et je vais au bout. Ok. Enfin, le conseil, c'est faites-vous plaisir, faites des projets perso si vous avez le temps D'accord. et amusez-vous. Enfin, T'es un passionné. ouais, Toi, très clairement, t'es un ouais, passionné. Ça marcherait quand même la technique si on n'est pas passionné, tu penses? je peux pas répondre. Est-ce que, moi, enfin, c'est un peu, je trouve, moi, en quasiment 10 ans d'expérience professionnelle dans l'univers de la tech, la chose que je me dis, on regarde aujourd'hui de manière un peu plus lambda un développeur qu'il y a 10-15 ans. Est-ce que ça, tu t'en rends compte, toi? J'ai l'impression qu'il y a 10-15 ans, on croisait un développeur, ou même le marché du travail associé était 10 fois plus attractif. Aujourd'hui, on demande beaucoup plus, même aux alternants, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent beaucoup, même parfois un peu le mouton à 5 pattes. Tu le vois ça un petit peu ou pas? Oui, j'essaie de lutter contre ça parce que pour moi, un alternant, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre et c'est donnant-donnant. Ouais. On lui apprend et il apprend avec nous et voilà. Euh, le marché, il a évolué de manière assez intéressante et là, ces 2 dernières années encore plus avec les intelligences artificielles et tout ce qui est Ouais. LLM. Je pense qu'on demande plus, mais aussi on a plus d'outils à disposition. À mon époque, quand j'ai découvert le contrôle espace sur Eclipse pour auto-compléter la fin de ma ligne, c'était une révolution. Ouais. Aujourd'hui, je vois ce qu'ils peuvent faire avec du copilot, je trouve ça ouf. Tu dis quoi à un étudiant qui va demander une requête, enfin de faire une requête ou une ligne sur ChatGPT? Tant qu'il peut me l'expliquer, il n'y a pas de problème. Ok, Moi, je les pousse pour s'approprier ces technos, parce que ça va être différenciant demain. Si tu ne d'accord. sais pas les utiliser, dans pas très longtemps, tu seras largué. Ah, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on te demande beaucoup plus, et il est possible de faire beaucoup plus. Aujourd'hui, on sait automatiser de la couverture de tests unitaires avec des outils qui te font ça en 2 secondes. Tu n'as plus qu'à aller regarder les tests, à mettre un peu de cohérence dedans, et ça va très vite. Donc demain, c'est celui qui va le plus vite qui est le plus fort? Euh, Vu qu'on demande plus d'une certaine manière, oui. Mais du coup, il faut savoir utiliser les outils avec intelligence. Ok, c'est intéressant. Et aujourd'hui, toi, tu penses que ce qu'on arrive à faire en termes d'IA en l'espace de 5 ans, les 5 prochaines années, on va aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on a fait en 5 ans? Je suis inquiet pour le métier de développeur. Euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut s'approprier les technos. Ok, tu peux en dire plus? On bosse beaucoup avec des OpenAI, des Google et compagnie, et on voit ce qu'ils prévoient de faire. Enfin, j'ai l'impression que dans leur tête, demain, on crée un ticket Jira et il y a le développement qui se fait tout seul. D'accord? Donc, il faut savoir, il faut que chaque développeur se dise, c'est quoi mon poste dans ce truc-là? Est-ce que c'est moi qui mets ça en place? Hmm. Est-ce que c'est moi qui contrôle si c'est bien fait? Enfin, faut voir les nouveaux jobs qui vont se créer en fait. Moi, je suis étudiant, j'entends ce que tu me dis, je m'en inquiète un petit peu. Qu'est-ce que tu me conseilles? Quelle erreur tu me dirais d'éviter de faire en tout cas? Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Tu arrives à l'ETNA, tu y es depuis quelques temps, on va dire. Il faut que tu cherches une alternance. Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu t'y prendrais? Je te pose la question comme si, ok, tu connais tout sur tout par rapport au Bitcoin, qu'est-ce que je dois faire quoi? Euh, faut, faut, faut vivre avec son temps. Enfin, c'est être un développeur augmenté grâce aux technos de GenAI. Ok. Tu irais chercher quoi comme poste? Est-ce qu'il y a un secteur d'activité qui t'attirait plus? Est-ce qu'il y aurait un métier qui t'attirerait plus? Enfin, une spécialité technique qui serait plus bonne à prendre qu'une autre en ce moment? Non, je pense que c'est les mêmes spécialités, mais avec ce petit truc en plus d'accélérateur et de facilitateur, où on peut avoir du code qui est de meilleure qualité plus facilement. Même si pour moi la porte d'entrée est, enfin le niveau d'entrée est quand même élevé, parce qu'il faut savoir avoir un regard critique sur ce qui est créé. En Ok. fait, ça va être différenciant au moment où on saura plus faire la différence entre du bon code et du mauvais code. Entre un mauvais. Enfin, on peut facilement générer du code, mais si on n'a pas un regard critique et un recul nécessaire, on ne pourra pas différencier un mauvais code d'un bon code. Ouais, Et je te suis. c'est là que la différence va venir. Et tu sens qu'aujourd'hui, il y a une compétition ou pas vis-à-vis des autres retailers, pardon, de la place?
Est-ce qu'il y a une course justement à celui qui va le plus vite savoir manier au mieux ces nouveaux outils? Oui. C'est Oui, qui? mais c'est assez subtil en fait. C'est pas des choses qui se voient pour le client final. C'est des accélérateurs surtout sur les sujets de data. Comment on structure notre donnée, comment on l'acquiert, comment on la revend. Pour moi, c'est surtout à ces niveaux-là qu'il y a des enjeux. D'accord. Aujourd'hui, la Gen AI chez Carrefour, c'est surtout des sujets internes. Sans trop en dire, parce que j'imagine que tu es un peu sous le sceau de la confidentialité quelque part. Mais en termes d'enjeux, notamment, là, on arrive sur une nouvelle année là, qui va arriver. Toi, dans ta cible, qu'est-ce que tu as comme objectif? Très intéressant. Peut-être que je présente mon job actuel pour présenter ma cible. Eh ben, sans transition. Donc moi, je travaille à la marchandise dans une Digital Factory. Une Digital Factory, c'est une sorte de petite DSI qui est en face d'une BU. Et la BU marchandise et commerciale chez Carrefour, ça correspond en gros à tout ce qui se passe avant que la marchandise arrive en entrepôt. Mmh. Donc comment on achète, comment on négocie, comment on prépare nos prix, comment on prépare nos promos, comment on prépare notre assortiment, comment on suit la qualité de nos produits, comment on gère les retraits rappels, comment on va se sourcer à l'étranger, tout ça. Donc toute cette partie du SI, c'est ça la marchandise et commerciale chez Carrefour. Donc juste en listant ces thématiques-là, il va y avoir comment on optimise nos prix, il va y avoir comment on optimise nos assortiments. On va pouvoir le faire beaucoup plus vite et beaucoup plus intelligemment avec ces nouvelles technologies qui sont mises à notre disposition. Ok, Comment on cible hyper mieux clair. nos promos, comment on négocie mieux avec nos fournisseurs. Il y a plein de leviers. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a énormément de C'est leviers. comme ça que le levier du digital, on le voit, Digital Retail Company, Carrefour. Ouais. Ça, c'est un plan, j'imagine, de transformation initié depuis quand même maintenant quelques années. Tu m'as dit que justement, dans tes équipes, toi, tu avais commencé avec 3 personnes, un alternant, une chef de projet. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu travailles avec combien de personnes autour de toi? On est 25 dans mon équipe actuellement. Ok. Et même auparavant, je crois que tu as eu des responsabilités où c'est monté encore plus haut. Ouais, je suis monté à 90 personnes avant de changer de poste il y a un an. Ok. Euh, et, et je structure mon équipe du coup en fonction des problématiques et des attentes métiers qu'il y a derrière. C'est dans ces équipes-là qu'on retrouvait justement pas mal d'alternants, Ouais, que tu es monté à ouais. 4-5. Je crois que j'avais 6 alternants au pic du pic. C'est pas mal. Ouais. Justement, on a parlé des erreurs à éviter, de conseils, des bonnes pratiques, on va dire, mais en tout cas, quel est l'essentiel dont doit disposer un minima, je dirais, un alternant lorsqu'il se présente à toi? Vraiment l'essentiel. Si ça, c'est pas fait, c'est même pas la peine de se présenter quelque part. De la bonne volonté et qui montre qu'il a envie. Ok. Ça a l'air assez simple comme ça, mais si quand je parle, il y a des questions pertinentes qui sont posées, il y a des échanges intéressants qui sont déclenchés, ça va me donner envie d'en savoir plus. C'est vraiment ça, c'est donner envie d'en savoir plus, c'est se demander ce que ça aurait donné si on avait parlé pendant des heures. Donc, il pose des questions, Ouais. quelque part. Il s'intéresse à ce qu'on raconte. Et donc, ça aujourd'hui, ils sont trop peu à le faire. Ouais. Parce qu'ils n'osent pas poser des questions. Des fois, on va parler. Chez Carrefour, c'est assez caricatural, mais on parle un langage Carrefour. On a plein d'acronymes, plein de mots qu'on n'a que chez nous. Et des fois, on les sort en entretien, et les gens ne nous arrêtent pas pour dire qu'est-ce que ça veut dire, ça. Parce que vous êtes trop associés à. Parce qu'on parle Carrefour à longueur de journée, en fait. Et quand quelqu'un m'arrête, me demande d'expliquer, répète, rephrase avec ces mots pour vérifier qu'il a bien compris, je vois qu'il y a un intérêt qui se crée dans sa tête. Donc il y a un lien qui commence à se faire dans ce genre de relation. Ok, intéressant. Donc d'être réellement intéressé, Ouais. pas d'être simplement aller voir. C'est pas juste poser des questions prédéfinies ou préparées par ChatGPT à l'avance. Ouais. C'est noter ce qu'on comprend pas, poser des questions, rephraser des choses pour être sûr qu'on les a bien comprises, et s'imaginer dans cette équipe. Le meilleur entretien, donc, si je reprends tes propos, c'est celui qui se transforme en un échange limite dans du formel, mais limite informel, quoi. Ouais. C'est, comme je l'ai dit, un alternant, j'attends pas à ce qu'il connaisse toutes les technos que je vais attendre.
je prends des alternants qui ne connaissent pas Angular et je leur dis, forme-toi, quand tu as fini ta formation, tu viens me voir et je te mets sur un projet. Ok. Tant que c'est une tête bien faite, qui a envie d'apprendre et qui montre qu'il sait apprendre, il n'y a pas de souci. Et j'ai pris des risques plusieurs fois et j'ai jamais été déçu avec des alternants. Ah ouais? Jamais. Il y en a 2 que j'ai embauchés en interne après. Pas mal. Une troisième personne de l'ETNA qui n'est pas alternante chez moi, mais qui est rentrée aussi en interne chez Carrefour. Donc ça fait la diff, quoi. Ouais, Ce genre de soft skills, ouais. en fait, très clairement, qu'on met au devant de la scène quand même au sein aussi de l'ETNA par rapport aux différents ateliers pour pouvoir les accompagner. Mais toi, tu mets le curseur là-dessus de manière assez importante. Alors c'est vraiment pour les alternants. Après, sur des postes d'expertise où il y a des postes de développeurs seniors, tech lead et compagnie, là, on va aller les challenger et je prends des gens très capés avec moi pour faire des tests de code. Après, on fait des soutenances pour vérifier que le code est bien compris. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait de mieux sur ce code-là? Qu'est-ce qui manque à ce code-là? Où est-ce qu'il y a des erreurs? Comment tu peux améliorer ça? Enfin, sur des questions techniques pour des profils plus expérimentés, on va aller chercher dans leur retranchement. Je comprends. Non, mais ça, c'est totalement normal. Il y a quelque chose qui est apparu au fur et à mesure du temps, c'est la notion de marque employeur, en tout cas, enfin, qui est apparu, ça existe depuis très longtemps, mais il y a un grand match par rapport quand même à ça aujourd'hui entre les entreprises, notamment pour aller chercher dans le domaine de la tech les meilleurs. C'est équivalent aussi pour le monde étudiant. Moi je dis toujours que le recrutement c'est un match qui va dans les deux sens. On est là pour donner envie, montrer que nous on est compétents, mais l'entreprise a intérêt à montrer que c'est sympa de venir travailler chez soi, quoi, enfin chez eux. Donc moi ma question c'est aujourd'hui, effectivement on en a un petit peu parlé, on se dit Carrefour c'est un retailer, on y va pour faire nos courses. Toi tu es plutôt j'imagine un défenseur de la marque Carrefour Digital Retail Company. Quel est justement selon toi l'avenir de la tech dans le domaine du retail? Ce sera partout. 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 On va continuer de vendre des boîtes de conserve et je pense que pour le client, ça ne va pas changer grand-chose. Mais nous, on va accélérer un truc de dingue. Dans nos entrepôts, dans nos magasins, dans nos sièges, il y a énormément de choses qui se transforment. On est encore sur pas mal de papier à plein de niveaux. Je pense aux entrepôts où, quand on a fait la blockchain, on s'est rendu compte que les lettres de voyage, donc les camions quand ils arrivent en entrepôt, jusqu'à il y a 6 mois, ce n'était pas digitalisé. Ok. Les camions qui rentraient dans les entrepôts Carrefour, ils n'étaient pas tracés, c'était sur un fichier papier. Ok. Il y a plein de choses comme ça qui vont changer, qui vont se transformer. Et ça, C'est de la transformation à plusieurs de milliers de jours hommes par an qui se fait. et c'est une destination. Mais l'enjeu qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est de mieux vendre à des meilleurs prix le meilleur produit au client. Donc aujourd'hui, tu dirais, toi, à des étudiants, intéressez-vous au retail Ouais, dans le domaine du digital, quoi. c'est très très porteur. Ok. En fait, c'est assez marrant parce que j'étais dans cette posture quand je suis arrivé, quand on m'a dit Carrefour, je me suis dit Carrefour, qu'est-ce qu'on va faire chez Carrefour? Il y a de l'IT chez Carrefour. Et puis je suis arrivé dans le bureau, il y avait un schéma du SI sur un truc en A1. C'était monstrueux et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Et en fait, derrière un magasin qui vend des boîtes de conserve, il y a une chaîne de décisionnaires et d'outils tech qui est ultra complexe. Et chez Carrefour, qui est assez ancienne, donc il y a un gros projet de modernisation et il y a pas mal d'opportunités à prendre avec les nouvelles techno. Ok. Tu aurais un rêve justement en termes de réalisation tech. C'est un peu une question qu'on va commencer nous à poser à nos interlocuteurs, notamment dans le domaine de la tech, parce qu'aujourd'hui on voit que toutes les limites, en tout cas, sont repoussées continuellement, quoi. Toi, ton rêve grâce à la tech, ce serait lequel aujourd'hui? Si tu devais porter un projet, une ambition par la tech, qu'est-ce que ce serait? C'est une bonne question. J'ai fait pas mal de projets de rêve, entre guillemets, avec l'innovation. On a fait des magasins connectés, où on a fait des chatbots, pas que sur Google Home, parce qu'après ça, il y a une suite à l'aventure.
qu'est-ce que je ferais en projet de rêve? Un truc à impact, quelque chose qui va dans le mieux manger pour tous, pour aider les gens à mieux manger au meilleur prix. Ok, intéressant. Ouais. C'est vrai que ça serait effectivement pas mal. Aujourd'hui, ça, c'est pas digitalisé en fait, ce qu'on a dans notre caddie d'un point de vue effectivement. On voit Impact, lorsqu'on achète notre produit, notre Nutri-Score, qui je trouve déjà ouais. pas mal, c'est hyper factuel. Mais si demain on y voyait, je dirais, l'impact de ce qu'il y a dans notre caddie, Ouais. et ce que ça fait pour notre santé. Je pense qu'il y a l'impact sur notre santé et l'impact sur la planète. C'est deux trucs sur lesquels j'aimerais avoir un pouvoir d'action. Et je pense que Carrefour a un gros levier là-dessus. Et c'est une direction qu'on prend. C'est intéressant parce que c'est-à-dire que toi, il y a un message derrière, je trouve, que tu portes. Ça ne veut pas dire qu'on travaille dans la tech, que pour autant, en fait, on n'est que des geeks et Ah, pas qu'on du pense tout. que informatique et point à la Pas ligne, du quoi. tout. Pas du tout. Pour moi, je vois la finalité et la tech, c'est un outil. Mm. La tech, c'est au service d'une finalité. Les sujets de sécurité aussi sont associés continuellement à ce que tu produis. Ouais. Aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui se font notamment hacker, pirater, etc. Mm. Carrefour, c'est une cible. C'est une cible, comme beaucoup d'autres grosses boîtes. On est très exposé. On subit pas mal de choses. Ok. Pas de choses dramatiques comme on a pu le voir dans d'autres grosses entreprises. Mais on est très sensibilisé à ça. Et j'ai vu une sécurité vraiment à l'échelle industrielle se monter en quelques années, où maintenant, by design, limite, on ne peut pas produire du code insécure. Ok. Dans notre usine de développeurs, à chaque étape quasiment, on utilise des trucs qui sont revus par la Sécu. Et toi, ça t'est déjà arrivé d'être attaqué chez Carrefour? Moi, personnellement, non. Des collaborateurs autour de toi? C'est plus la boîte qui est attaquée en général. Ça se passe comment? Enfin, je veux dire, comment on le voit? Comment on le voit? Alors, on a pas mal de softs qui nous permettent de le voir à plusieurs endroits. D'accord? Il y a de la détection de plein de trucs. On a aussi des équipes de sécu qui font des tests de pénétration pour tester nos systèmes de sécurité. D'accord? Et après, on a des trucs assez marrants, des anecdotes. Je me rappelle il y a quelques années où j'avais eu vent d'un quelqu'un qui avait monté une VM pas sécurisée. Et la VM s'était fait hacker, elle avait été un peu oubliée et ça minait du Bitcoin. Ok. Ah oui, Donc, donc, il y a des trucs assez ouf qui arrivent, mais on est vachement sensibilisé à ça. Aujourd'hui, c'est super important. Surtout cette année, c'est l'année des JO, où dès la fin d'année dernière, on nous a sensibilisés en mode on va être une cible, on va être une cible, on va être une cible. Carrefour a été associé au JO particulièrement ou pas? Oui. Oui, on était partenaire premium. Ok. C'est nous qui avons fourni le village olympique, donc il y a eu une grosse pression côté IT pour mettre en place le magasin éphémère dans la zone des Jeux Olympiques, Ok. dans le village olympique. Ok. Et il y a eu un gros boulot effectué par les équipes. Ah oui, ça a eu un effet direct sur tes équipes. Ouais. Alors moi directement, j'étais pas Impliqué. impacté, Ok. mais l'IT et Carrefour en général, il y a eu beaucoup d'efforts de fait Ok. pour sécuriser l'approvisionnement de ces magasins. Enfin, quand je dis que pour une boîte de petits pois vendus, il y a toute une chaîne en amont qui est assez complexe, c'est pas un mythe. Ça représente combien de collaborateurs aujourd'hui Carrefour Siège Monde, ici à Massy? Alors le siège, je pense qu'on est 5000. C'est qu'une Et la personne. Ouais. DSI, en comptant les prestataires, on doit être 1500. Donc on est répartis entre ici, un siège à Mondeville, donc à côté de Caen, et un siège à Lyon. Ok. Je voulais conclure. Véritablement indéciation donc, des étudiants qui aujourd'hui se posent des questions, quelle école choisir, etc. Bon, bah, je crois que tout est dit. Avec un parcours comme celui-ci, on peut se diriger vers l'ETNA. Ouais, alors, pas que pour mon parcours, vraiment de manière objective, je l'ai conseillé à quelqu'un qui se posait cette question. C'était le fils d'une directrice ici, qui cherchait quoi faire après sa licence. Et elle m'a mis en contact avec lui et il m'a demandé un petit peu ce que j'avais fait et ce que je pensais qu'était le mieux. Donc je lui ai donné, de mon point de vue, si tu veux vite aller en entreprise, trouver du travail, te confronter au monde réel, je ne vois pas de meilleure école que l'ETNA. Ok. Et c'était vraiment, c'est pas parce que je l'ai fait. Alors, je la connaissais, donc j'avais cette expérience.
Mais c'est vraiment, objectivement, je pense que le meilleur choix pour lui, c'était d'aller à l'ETNA, pour aller en entreprise. Bon, je l'ai pris en alternance après. Ah oui. Là, au moins, tu avais les gages de savoir qu'au moins, Ouais. il allait être embauché. Ouais. Et aujourd'hui, il en est où? Alors, il a été embauché par une ESN, il a fait un an et demi chez nous, et là, Ouais. il passe CTO dans une PME à côté de Ok. chez lui. J'en profite, alors ça pourrait s'éterniser parce que c'est infini ce genre de discussion, mais il y a un grand débat aujourd'hui dans le marché du travail et je pense que c'est des questions que vont se poser les étudiants, notamment en sortie de leurs études. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Il y en a qui peuvent se prêter aussi à énormément rêver, alors après il y en a qui sortent avec des compétences aussi énormes, donc à se dire je vais être freelance. Il y en a qui vont choisir une stabilité, un projet de carrière bien défini, en mode carriériste, CDI dans une belle boîte. Comme tu en as qui vont se dire, je sais pas trop, j'aimerais toucher un petit peu à tout. Parfois aussi avec un petit peu un côté carriériste, on peut l'être Mhm. aussi, dans le côté ESN. Toi, aujourd'hui, quand on reprend un petit peu, je grossis un peu le trait, mais ce CDI, le mode freelance, et après le CDI, mais plus dans la sphère ESN, qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que tu dirais de ce sujet-là aux étudiants? Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît parce que c'est ce qui est porteur. Faites des technos qui vous plaisent, faites des projets qui vous plaisent, bossez dans des équipes où c'est bienveillant. C'est vachement important pour tenir dans le temps. Hmm. Après, je pense que les ESN, c'est quand même formateur en début de carrière. Ça permet de tester plusieurs trucs, de voir différents clients. Ça nous entraîne à passer des entretiens aussi. Ça nous apprend à faire des CV, ça nous apprend à être en contact avec des gens qui ont plus de seniorité. Donc l'ESN, c'est pas mal. Et c'est en général la porte d'entrée, et enfin, c'est assez accessible. Quand on sort de l'ETNA, je pense qu'on peut trouver une ESN assez facilement. Ok. Ça permet de se faire une expérience sur les premières années. Après, être chez un client, ça permet de travailler sur la durée, de découvrir autre chose que le métier de développeur, de prendre des responsabilités, de voir si on est fait pour le management ou pas, de voir si on est fait pour des postes d'architecture. Enfin, chez Carrefour, on a mis en place des carrières passes, donc on a des filières d'expertise technique, managériale, architecture, sécurité. Voilà. Ça, je pense qu'on ne peut pas l'avoir aussi poussé dans des ESN. D'accord, ok. Donc la structure avec effectivement un accompagnement un peu plus justement en CDI plus conventionnel. Le SN par rapport au nombre d'expériences qu'on peut acquérir, Ouais, nombre d'entretiens, c'est etc. ça. Un étudiant aujourd'hui qui décide de se dire je vais être free, tu lui dis quoi à lui? Ça peut être dur en début de carrière. En général, un freelance, je parle chez Carrefour et pas que, on le prend pour une expertise, pas juste parce que le TJM est plus bas. Hmm. Donc il faut qu'il soit costaud sur la techno qu'il vend. Ok. Un étudiant qui se pose des questions, se spécialiser, pas se spécialiser, complet. Qu'est-ce que tu dirais aussi à quelqu'un qui se pose des questions sur la direction qu'il doit prendre en termes de compétences à avoir et ce qu'il va donner donc au marché, d'un point de vue tech? Il faut garder confiance en soi et se dire qu'on peut apprendre autre chose facilement. L'ETNA nous forme à ça. J'ai fait pas mal de choses différentes en fait dans le développement où j'ai fait de l'ETL, j'ai fait du Oracle assez avancé, j'ai fait de l'Android, j'ai fait du Java, j'ai fait du JavaScript, j'ai même développé un peu dans la blockchain sur des technos complètement exotiques. Euh, on apprend à apprendre, donc il faut avoir confiance en soi. Et il faut savoir vendre les expériences passées, même si ce n'est pas forcément la techno qu'on cible. Ok. Il y a quand même des principes de bonnes pratiques de développement qui sont universels. Hmm. Ça, si on sait les mettre en place et qu'on sait bien les valoriser, c'est pas un risque de faire une techno pendant 2 ans et d'arrêter. Après, il y a aussi le fait que tu as des technos qui meurent et des technos qui arrivent. Donc, il faut jouer le jeu. C'est intéressant parce que je trouve que de tout cet échange-là, peut-être qu'on fera une partie 2 parce que ça peut s'étaler pendant des heures. Mais moi, je trouve que c'est très raisonné ce que tu apportes là aujourd'hui aux étudiants. Ouais. Je trouve que j'apprécie beaucoup ce discours de quelque part. Voilà, faut pas paniquer. Ouais. Tout n'est pas, tout choix n'est pas définitif. C'est forcément pas une mauvaise décision. Après, ça dépend énormément de la manière dont on le fait. Donc, ton mot de la fin pour un étudiant, ce serait quoi?
Un truc qu'il ne faut pas oublier et que je veux bien conclure là-dessus, le monde est petit dans l'informatique. Pensez toujours à faire bonne impression. Vraiment, c'est super important parce qu'on recroise des gens. La preuve. La preuve. Ah, génial. Je pouvais pas faire mieux. Bon, un immense merci. Franchement, merci à toi, merci à l'ETNA. On aura l'occasion, je pense, de se revoir. Pour moi, c'était vraiment un petit clin d'œil à la vie pro et le fait de se revoir ensemble dans ce contexte-là, celui du monde de l'éducation de l'ETNA, c'est encore, ça fait encore un petit quelque chose, quoi, un petit plus. Moi aussi, c'est important de transmettre pour moi. Donc, je pense qu'il y a de très très belles choses à faire. Et en tout cas, je pense que toi encore beaucoup plus que moi, mais on est là pour dire aussi que c'est une sacrée entreprise au niveau digital et pour apprendre en tant qu'alternance. Il y a de quoi s'éclater, vraiment. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc très rapidement pour un 3e épisode. On aura cette fois-ci l'occasion, et je vous le dis en avance de phase, d'interroger un DSI et CEO d'un très grand groupe dans l'assurance qui est passé notamment par Carrefour. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve en 2025. Donc d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite bien évidemment le meilleur d'un point de vue professionnel. À très bientôt. Au revoir.